Bonsoir. Voici le deuxième numéro du Dessous des cartes que nous consacrons aux drogues. La semaine dernière, nous avons examiné les cartes des lieux de production, celles des lieux de consommation, et puis les routes qui conduisent des uns aux autres. Cette semaine, nous allons essayer de comprendre pourquoi la production de drogue augmente, car son commerce est un enjeu économique tant à l'échelle mondiale qu'à des échelles plus régionales. Alors on va prendre justement deux cas d'étude, l'Afghanistan et puis le Pérou. Sur cette carte du monde, nous faisons figurer les principales guérillas et les principaux conflits. Dans plusieurs de ces conflits, comme au Pérou, en Colombie, en Casamance au Sénégal, en Afghanistan ou en Birmanie, la drogue est un véritable enjeu économique, car depuis la fin de la rivalité Est-Ouest, elle représente un financement alternatif des guerres et des guérillas. Le profit réalisé permet de former une armée, de nourrir des soldats et d'accumuler des armes, soit par la rente, soit par le troc. Et puis il ne faut pas oublier la dimension culturelle de la drogue, elle a toujours servi à donner de l'ardeur au moment du combat. Prenons concrètement l'exemple de l'Afghanistan. Avant l'éclatement de la guerre en 1979, le pavot n'est cultivé que dans quelques provinces du pays. Balkh, Badakhshan, Nangarhar, Kandahar. Il est utilisé surtout par les paysans à des fins médicinales et de toute façon, son usage comme stupéfiant est encadré par des règles sociales strictes dans le pays. Mais 20 ans de guerre ont bouleversé la cartographie de la culture du pavot. Dans les zones de culture traditionnelle, la production a augmenté. De nouvelles zones de production sont apparues depuis 1991, principalement dans les provinces de Kandahar et de l'Helmand. Et puis des laboratoires de transformation du pavot en héroïne ont fait leur apparition. Alors il y a deux raisons à cette évolution. D'abord une raison économique. La culture du pavot est plus rentable que les cultures vivrières et elle est peu exigeante en entretien. Elle a pu être développée par les paysans pendant la guerre et plus encore après le départ des soviétiques. Et puis il y a des raisons politiques. On voit ici sur la carte les zones contrôlées par les chefs de guerre, Massoud, Dostum, Khalili, puis maintenant celles contrôlées par les talibans. Eh bien, la production de pavot est devenue un moyen d'autonomie de ces pouvoirs locaux depuis la disparition de l'État afghan, ou du moins la fonction de contrôle que devrait exercer l'État afghan. Or, l'entrée en scène des talibans en 1995 n'a pas provoqué de rupture, au contraire. On a constaté une stabilité de la production dans les régions que contrôlent les talibans, et les laboratoires de transformation continuent de fonctionner et à alimenter la demande occidentale via les républiques d'Asie centrale. Les talibans ont déclaré vouloir collaborer au programme de substitution de l'ONU, sans doute pour gagner du crédit auprès de la communauté internationale, mais en même temps, ils sont très conscients de la nécessité économique que représente la drogue pour les paysans, que les talibans ne veulent évidemment pas se mettre à dos, de crainte de perdre de l'influence. Alors on le voit avec l'Afghanistan, la guerre favorise l'augmentation de la production, la drogue étant un enjeu et un moteur de la guerre. Regardons maintenant le cas du Pérou, où l'enjeu est plus économique. Au Pérou, culture et consommation de la feuille de coca sont des habitudes culturelles pour les populations indiennes, notamment dans la région de Cusco, et c'est d'ailleurs une habitude qui remonte aux Incas, qui dénommaient la coca l'herbe des dieux. Mais à côté des fonctions sociales et rituelles, la drogue a aussi une fonction économique. Des vallées où elle est cultivée, elle est échangée par les paysans contre la pomme de terre qui pousse dans l'altiplano. Le développement de sa production massive est assez récent, c'est le début des années 70, et ceci pour répondre à l'augmentation de la demande venant du marché nord-américain. La production se développe alors en Amazonie péruvienne, dans les départements de Huanaco et de San Martín, dans la vallée du Huallaga, puis dans le sud-est du pays, Madre de Dios et Puno. Alors, regardons de plus près la vallée du Huallaga. Elle va nous permettre d'analyser le pourquoi de la progression de la culture du cocaïer en 25 ans, c'est-à-dire entre 1970 et 1994. Les mécanismes sont les suivants. Lorsque l'État péruvien décide de développer les régions côtières et les Andes occidentales,
il met un terme au programme de développement de l'Amazonie. D'où un recul des cultures traditionnelles peu rentables comme le maïs, le riz, le café, le cacao. Alors les narcotrafiquants profitent de cette opportunité pour mieux développer la coca à cet endroit-là, qui est plus facile à cultiver, beaucoup plus rentable pour les paysans et naturellement pour eux-mêmes. Et l'échec des politiques de substitution des cultures du coca lancées par les États-Unis a contribué au mécanisme de paupérisation, révolte, répression qui touche les agriculteurs péruviens. Et au milieu des années 80, cela vient favoriser l'implantation des guérillas. Le Sentier Lumineux, dans les zones de Tingo Maria et Aucayacu, et le MRTA dans le Huallaga central. Ces guérillas en viennent peu à peu à contrôler le commerce entre cultivateurs et trafiquants. Ils prélèvent des impôts sur la production et les exportations de coca pour le financement de leur guérilla, mais en même temps, ils imposent aux narcotrafiquants de construire des centres de santé, des écoles, des terrains de sport. Alors le paradoxe est là. Ces guérillas assurent une certaine protection des paysans, ils modifient les règles du narcotrafic, dont les fonds viennent pallier les manques de l'État péruvien dans le domaine social. Alors les choses sont incroyablement imbriquées et chacun se tient par la barbichette. Au Pérou, en 1991, le plan d'ajustement structurel du FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, a conduit au démantèlement des structures d'aide aux paysans et à l'abaissement des barrières douanières sur les importations de riz ou de maïs. Conséquence, le riz asiatique est moins cher sur le marché de Lima que celui produit dans la vallée du Huallaga que nous venons de regarder. D'où évidemment le développement de la coca. Et de fait, l'importance des gains est telle qu'une partie de la dette péruvienne a été payée grâce à l'argent des narcodollars, ce qui a permis au pays de devenir un bon élève du FMI. Car il y a effectivement participation directe ou indirecte de l'État. Par exemple, l'armée péruvienne est largement impliquée dans le trafic et aujourd'hui, elle évite d'éliminer les derniers militants du Sentier Lumineux pour continuer à justifier sa présence dans les zones de trafic, pour continuer à profiter de la manne financière. On constate aussi d'autres choses. On a par exemple d'un côté l'administration américaine, la DEA, qui est censée lutter contre le trafic de la drogue, mais de l'autre côté, on a une autre administration américaine, la CIA, qui a souvent utilisé la drogue comme moyen de financement dans sa lutte contre le communisme, que ce soit au Vietnam, en Birmanie ou au Nicaragua, où la CIA s'appuyait régulièrement sur des trafiquants de drogue pour lutter contre les sandinistes.